Merci à notre ami Alain Gilbert, qui va donc reprendre le flambeau des nouvelles technologies dans la réparation des pertes de substances nerveuses. C'est quoi les nouvelles technologies? Tu vas nous dire celles auxquelles tu penses. Parce qu'il y en a de nous, c'est celles qui viennent de l'esprit. Bien, effectivement, on revient un peu terre à terre, parce que, comme je l'ai dit, pour avoir déjà depuis longtemps cherché à saisir, comme l'a montré Michel Merle, quels étaient les progrès récents, on se rend compte que la plupart des progrès maintenant viennent des technologies. Ils ne viennent plus de la technique. On maîtrise les techniques depuis très très longtemps, donc c'est la technologie. Alors, effectivement, les pertes de substances ont été un problème pour beaucoup de chirurgiens, en particulier pendant les guerres, et tout a été essayé. Les greffons animaux, les greffons humains, les allongements des nerfs, la libération des extrémités. Il y avait, par exemple, au XIXe siècle, Philippot et Vulpian ont été les premiers à signaler l'intérêt de greffe nerveuse et en particulier qu'elle marche. Et les autogreffes, bien sûr, maintenant sont devenues la base, si vous voulez, de toutes les réparations nerveuses, et elles serviront en fait d'étalon par rapport aux autres techniques. Alors, on cherche parfois des substituts aux autogreffes, soit parce que la quantité est insuffisante, quand on a des larges pertes de substances, lorsqu'on a des plexus très étendus, soit parce qu'elles ont toutes été utilisées et qu'on réopère le patient, soit que les conséquences fonctionnelles, esthétiques des prélèvements sont parfois un peu excessives. Regardez les cicatrices que l'on a et qui parfois gênent quand même les patients ou les familles. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, on a utilisé les xénogreffes, des moelles de chat, des nerfs de chien, et malheureusement, ces résultats ont été négatifs, vous vous en doutez, mais enfin, il y avait beaucoup d'innovations. Imaginez ce qui serait possible maintenant. Et alors, il y a même des gens qui ont essayé de faire des greffes de tête complètes, et qui prétendent avoir eu un succès sur une greffe complète de tête. C'est un neurochirurgien italien. Alors, plusieurs techniques ont été utilisées. Les allongements progressifs des nerfs ont été proposés, vous le voyez, dès le XIXe siècle par Viette. Et puis, ça a été refait au XXe siècle dans plusieurs publications. Il y a un travail qui a été fait assez récemment, en 92, qui montre qu'en fait, l'allongement d'un nerf de 8% diminue de 50% sa vascularisation et de 15% diminue de 80%. Vous imaginez donc que ces allongements font perdre beaucoup de fonctionnalité aux nerfs. Et c'était bien sûr Seddon qui, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui était responsable de la chirurgie des nerfs de l'armée britannique et qui, lui, proposait au contraire de libérer les extrémités nerveuses tout en gardant les articulations en flexion maximum pour pouvoir faire des sutures directes. Ça n'a pas duré très longtemps. Alors, lorsque les pertes de substances sont irréparables, très longues, ou en mauvais état, eh bien, on a imaginé d'autres systèmes, en particulier Stoffel a proposé ce qu'on appelle les transferts nerveux, qui sont maintenant tout à fait à la mode et qui étaient dans les années, vous voyez, ça a été dans les années 20 qu'il a proposé ça, et la plupart des techniques qui sont maintenant proposées ont déjà été offertes par Stoffel. Et voilà les publications actuelles qui ressortent, si vous voulez, ces techniques qui marchent d'ailleurs tout à fait bien. Enfin, il faut se souvenir que, là encore, c'était des techniques très anciennes qui ont été proposées par des chirurgiens au moment des guerres.
Alors, remplacer un nerf, ce n'est pas quelque chose de facile, hein, parce qu'il y a de multiples parties anatomiques et fonctionnelles dans le nerf, et il faut essayer de tout réparer. Ce n'est pas simplement un fil électrique. Et donc, remplacer toutes ces fonctions, ça n'est pas facile, et avec un cahier des charges qui est tout à fait complexe, vous voyez, il faut des facteurs de régénération, des systèmes cellulaires, la conductivité électrique, enfin, de nombreux facteurs réunis pour obtenir un nerf qui soit fonctionnel. Alors, donc, il y a eu, depuis maintenant plus de 15 ans, de multiples tubes qu'on appelle des conduits en anglo-saxon, qui ont été proposés pour remplacer les nerfs. Ces multiples, vous voyez qu'on a pu retrouver 1000 articles concernant ces conduits. C'est donc ça a été très très populaire. On verra pourquoi. Et voilà, par exemple, le neurotube, qui est un de ceux qui étaient les plus connus. Voilà, un plexus brachial que j'ai vu, qui avait été opéré par des neurotubes qui avaient totalement disparu. Et donc, pour lequel il a fallu refaire des interventions. Voilà un autre, encore un autre neurotube. Je ne vais pas vous faire toute la liste, vous verrez qu'il y en a un certain nombre. Et en fait, on a pu démontrer que la spécificité tissulaire, mais pas, on a parlé, Michel Merle en a parlé, la spécificité à la fois géographique et du type de neurones. Des travaux ont été faits qui comparaient, assez optimistes parfois, vous voyez, qui comparaient les greffes et les tubes et qui montraient que pratiquement il n'y avait pas de différence. Le seul problème, c'est qu'en 15 articles, les auteurs ont retrouvé 92 cas. Ça fait quand même pas beaucoup dans la littérature et on peut conclure que seuls les résultats positifs ont été publiés. C'est d'ailleurs un des biais de la littérature. Vous savez que ces tubes sont assez chers et souvent il y a des intérêts commerciaux dans les publications. Alors, dans le plexus qui m'intéresse particulièrement, il y a eu des travaux qui ont été faits en remplaçant des greffes nerveuses par des greffes veineuses, par des veines. Il y a eu aussi l'utilisation de tubes, mais avec ça, on n'a jamais, bien sûr, eu de bons résultats. Chez l'homme, l'étude de ces tubes en collagène ne montre pas de récupération au-delà de 10 mm. Donc, en fait, voilà, au total, donc, il y a eu 11 de ces tubes différents qui ont été acceptés par la FDA aux États-Unis, ce qui d'ailleurs ne préjugeait pas des résultats. En fait, les tubes, qu'est-ce que c'est? C'est une alternative aux autogreffes dans quelques cas très particuliers, dans certaines greffes, des pertes de substance d'environ 2 cm, pas plus, en urgence dans des lésions douteuses ou lorsqu'il n'y a plus de greffon disponible. C'est pas ce qu'on voit? Ah non, c'est bon, pardon. Donc, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est les allogreffes décellularisés. Vous avez vu, Michel Merle vous l'a dit, que les allogreffes avec traitement immunosuppresseur ne fonctionnaient pas, ou en tout cas étaient trop dangereuses. Donc, on est passé aux allogreffes décellularisées qui n'étaient plus immunogéniques. Donc, elles sont fabriquées à partir de nerfs humains et l'architecture du nerf est préservée et il y a une disparition des inhibiteurs de la croissance nerveuse. Donc, les résultats sur les animaux, comme toujours, sont bons. Voilà, ici, c'était un article chinois qui montrait des allogreffes avec quelques résultats cliniques également. Mais en fait, ça a été un développement surtout aux États-Unis parce que il y a une entreprise qui a fabriqué des allogreffes à grande échelle. Et vous voyez que déjà en 2012, il y avait déjà plusieurs centaines de cas.
qui commençaient à montrer des choses assez intéressantes, et en particulier que, en fonction de la longueur de la perte de substance, il n'y avait pas de perte importante de qualité. Voilà. Quand on regarde ici les résultats qui ont été, qui comparaient les résultats entre des longueurs différentes, vous pouvez voir que, en fait, entre les pertes de substance de 10 mm et celles de 70 mm, il y a une différence tout à fait minime de qualité. Dans ces longues pertes de substance, on peut donc utiliser les allogreffes. On a pu comparer les allogreffes avec les conduits, et là, les résultats sont tout à fait différents, puisque les allogreffes donnent des résultats bien supérieurs aux conduits. Vous voyez que les résultats dans les allogreffes restent stables en fonction donc, de la longueur, et dans les conduits, il y a une baisse très rapide qui fait qu'on ne peut pas utiliser les conduits au-delà d'en gros de 10 mm. Donc voilà, je ne veux pas vous infliger tous ces résultats, mais sachez simplement que vous voyez que sur la sensibilité, les résultats sont équivalents, sur la récupération motrice, ils sont équivalents, et qu'il n'y a pas de différence en fonction de la longueur. Nous parlons de nerfs périphériques. J'ai moi-même utilisé les allogreffes dans le plexus brachial, j'ai opéré 42 cas, et il y avait 4 échecs totaux. Et ce qui est important, c'était ces échecs. Donc j'ai prélevé les échecs, ils ont été étudiés de façon histologique, et en fait, le résultat a été le suivant. Dans ces 4 échecs, un cas a été une rupture de la suture distale, et 3 erreurs sur la qualité de la racine dont on s'est rendu compte secondairement parce qu'on a fait des IRM et on s'est rendu compte qu'on faisait ces greffes sur des racines qui étaient de mauvaise qualité. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le chirurgien est plus responsable que la technique. Quand peut-on les utiliser? Quand on manque de greffons, pour éviter les prises, ou dans des positions difficiles. Ils donnent des résultats proches des autogreffes à condition que la racine donneuse soit d'excellente qualité. Dès qu'on a une anomalie sur la racine donneuse, une racine qui est fibrosée, les résultats sont moins bons, beaucoup moins bons que dans les autogreffes. Mais le problème essentiel de ces allogreffes, c'est le coût. Parce que ça coûte 5 à 7 000 euros la greffe. Et c'est la raison pour laquelle on n'en a pas. Donc, voilà par exemple une allogreffe voilà une enfant qui a une tumeur du plexus. Voilà ici, après 1 an, vous voyez qu'il n'y a encore rien. On a utilisé la racine C7 contralatérale. Et là, après 2 ans, donc la récupération de la main. 50 000 de ces allogreffes ont été posés aux États-Unis et dans les statistiques de la compagnie d'assurance, les compagnies d'assurance montrent que 30% des pertes de substances nerveuses sont greffées avec des allogreffes aux États-Unis. Et dans Medicare, c'est-à-dire la sécurité sociale, c'est 50%. Donc, elles sont autorisées dans presque tous les pays, sauf en France. Alors, l'étape suivante, si vous voulez, ce sont les neuroprothèses. Parce que le coût des allogreffes fait que, de toute façon, elles sont difficiles à généraliser. Donc, l'étape suivante, c'est le neuroprothèse. Et ça, voilà, les neuroprothèses, une neuroprothèse japonaise, avec des tubes de collagène remplis de collagène. Et il y a quelques résultats qui semblent montrer des résultats intéressants. Mais enfin, pour le moment, on est encore dans l'expectative.
Alors, voilà, ici, vous voyez, entre la greffe nerveuse, le greffon biohybride, c'est-à-dire on y ajoute des cellules de Schwann, on y ajoute voilà, des cellules de Schwann et des facteurs de croissance. Pour le moment, donc, vous voyez, on n'a pratiquement aucun résultat. Voilà quelques études, cette bioprothèse qui vient d'Allemagne, par exemple, avec quelques résultats, mais qui sont encore sur l'animal. On va plus loin. On essaye de fabriquer des nerfs artificiels carrément. Voilà, par exemple, à Stanford. Et une des manières de fabriquer ces nerfs artificiels, ce sont les reconstructions tridimensionnelles avec des imprimantes avec protéines, qui impriment à partir des protéines et dans lesquelles on peut glisser diverses substances. Vous voyez, voilà même une publicité aux États-Unis pour fabriquer à la maison ses propres greffes nerveuses et les imprimer. Voilà, vous pouvez acheter une imprimante et fabriquer sa greffe nerveuse à la maison. Alors, une autre voie de recherche, c'est l'utilisation de la soie d'araignée, qui est un support tout à fait intéressant pour les nerfs artificiels. Il y avait déjà eu un certain nombre de travaux à ce sujet. Je ne veux pas m'étendre là-dessus puisque c'est un des chevaux de bataille de Christophe Haig qui vous en parlera tout à l'heure, qui fabrique justement des nerfs artificiels avec de la soie. Ce sont des soies artificielles. Donc voilà. Donc en fait, quel sera l'avenir technologique? Le greffon idéal, souple, facile à utiliser, au moins aussi bon support qu'une autogreffe, totalement biocompatible et biorésorbable, avec des quantités, des longueurs, des tailles, des formes illimitées et surtout un coût faible. Là, on est en train de rêver, mais ce n'est pas impossible. Et je voudrais terminer avec cette citation de Churchill. Le succès ne dure pas, l'échec ne tue pas. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de continuer. Voilà. C'est bon pour l'Ukraine, hein, rappeler ça. Hein, pardon? Le courage de continuer, c'est de continuer là, au moins la résistance. En tous les cas, merci pour cet exposé à la fois sur le présent et le futur, malgré tout. Hein, c'est un peu l'intermédiaire. On est encore sur notre fin pour avoir une réponse complètement satisfaisante. Est-ce que tu as parlé à la fin de ton topo sur la problématique de la taille des nerfs? Quand il y a une rupture d'un nerf périphérique proximal, par exemple le traumatisme rachidien, comment ça se passe à ce niveau-là, la réparation nerveuse? Tu veux dire la longueur? Oui, mais les grosses racines. Le problème, bon, le diamètre pour le moment n'est pas un problème parce qu'on va jusqu'à maintenant à 4 mm à peu près, et ça convient à peu près. La difficulté, c'est la longueur plutôt, parce qu'on a parfois besoin de greffes longues, et le maximum actuel, en tout cas dans les allogreffes, c'est de 7 cm. C'est pour ça qu'on attend des greffes artificielles beaucoup plus longues, variées, avec des divisions, avec enfin des formes tout à fait naturelles. Mais pour le moment, on n'a pas ça. Le point principal, c'est ça qui est important, surtout dans les racines, c'est que dès que les racines ne sont pas d'une qualité parfaite, l'utilisation d'allogreffes ou de nerfs artificiels est très très difficile. Il faut des autogreffes. On a en ligne une question de Jacques Caton, si tu veux bien prendre la parole. Oui, bonjour Alain, très bel exposé bien sûr, et le plaisir de te voir. J'ai une question à te poser sur le problème des tubes. Je fais partie du conseil scientifique d'une banque de tissus à Lyon et on travaille sur le cordon ombilical parce que ça n'a été évoqué ni par toi ni par Michel Merle.
on peut retourner la veine ombilicale de façon à faire un conduit. L'avantage de la veine ombilicale, d'abord, c'est qu'il n'y a pas de valve. C'est un conduit qui est tout à fait résorbable, bien évidemment. Et par ailleurs, il y a de la gelée de Wharton. Et l'avantage d'avoir de la gelée de Wharton, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs de croissance. Alors, il y a une expérimentation animale qui a été faite qui marche pas mal, mais comme tu dis, de toute façon, ça marche toujours. Donc, je considère que ça n'a pas beaucoup de valeur. Une application humaine a commencé sur ces veines de cordon ombilical dans des sutures nerveuses pour des pertes de substance minimes, je pense. Et je voulais savoir ce que tu en pensais. Voilà. Les greffes d'origine veineuse, ça fait très très longtemps qu'elles ont été proposées. Elles avaient deux inconvénients. Un, c'était le prélèvement, parce qu'il fallait faire une incision pour aller prélever une grosse veine. C'est quand même pas toujours facile. Ça peut être résolu par la veine ombilicale. Ah oui. L'autre problème, c'est la longueur. C'est-à-dire que apparemment, dans les expériences qui ont été faites, ces greffons veineux, il y a eu en Italie, c'était Battiston a fait toute une série. Dans ces pertes de substances, il ne faut pas qu'elles dépassent je ne me souviens plus exactement combien, mais je crois qu'à quelques centimètres, elles n'ont plus de fonction. Voilà. Alors je ne sais pas, je ne peux pas dire comme ça sera. L'avantage qu'il y a aux allogreffes d'abord c'est que c'est des allogreffes, c'est à disposition permanente. On peut avoir la longueur qu'on veut, mais surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est le milieu, c'est-à-dire on a de la gelée de Wharton avec des facteurs de croissance qui persistent. Voilà. Simplement, je voulais avoir ton idée là-dessus, c'est tout. Ouais. On attend. Pour être un peu provocateur, en reprenant le topo d'Alain Charles, sur les facteurs de croissance présents dans ces greffons, est-ce qu'il y a une preuve de leur effectivité? Est-ce que ça aide véritablement à la repousse nerveuse, à leur régénération, ou est-ce que c'est une illusion? On voit beaucoup ce sujet qui est traité en chirurgie esthétique, où on utilise des facteurs de croissance issus du plasma, des choses comme ça. Vlad, tu pourrais peut-être en parler de ça. Oui, mais sur les nerfs, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est le problème d'autorisation. Et toutes ces greffes ne fonctionnent que si elles sont autorisées aux États-Unis. Et aux États-Unis, quand on place le moindre, quand on a une autorisation, par exemple, pour un tube ou n'importe quoi, et qu'on met quelque chose à l'intérieur, on transforme l'objet, il faut recommencer l'autorisation. Et ça revient très, très, très cher. Mais là, on ne met rien à l'intérieur, parce que la gelée de Wharton existe de façon naturelle dans le cordon ombilical. C'est de la gelée de Wharton qui t'apporte les facteurs de croissance. Dans la gelée de Wharton, il y a des facteurs de croissance. Ça, c'est indiscutable. Après, le reste, on peut toujours tout discuter, bien sûr. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. J'ai une très faible expérience de l'utilisation du PRP et de ses produits dérivés du plasma. Intuitivement, je me suis dit que tous les patients qui avaient des hématomes devraient avoir des bien meilleurs résultats que les autres, puisqu'il y avait automatiquement beaucoup plus de facteurs de croissance de leur propre hématome. Et donc, je suis très réticent à l'utilisation actuellement de ces substituts, en quelque sorte, de facteurs de croissance, en attendant qu'on ait des vrais facteurs de croissance authentifiés qui nous soient proposés et qui aient fait leurs preuves cliniques. Oui. Tu provoques une réaction. Vas-y, dis-nous. Oui. C'est François Schoenberg. Hein, c'est ça? Non, pardon. Christophe, pardon. Christophe Aigues. Oui. Donc, je le montrerai également un petit peu après dans la présentation, mais le souci dans la repousse nerveuse, c'est pas nécessairement le facteur de croissance, mais la manière dont il est administré. C'est-à-dire que dans le nerf lui-même, il provient de la cellule de Schwann et il est présenté par la cellule de Schwann, puis récupéré par le nerf. Et donc, il y a beaucoup d'approches qui sont des éponges, qui sont des choses où on va mettre des facteurs de croissance, mais les délivrer à une concentration tellement forte qu'on va avoir un sprouting, donc un éclatement de fibres nerveuses dans tous les sens, sans avoir l'effet qu'on veut. Donc, c'est pas toujours le facteur de croissance lui-même qui est important, mais comment il va être amené à ce cône de croissance qui, lui, va être en train de repousser. Oui. Oui. Donc, je t'avais interpellé. François, dis-moi. Je voulais savoir...
C'est une question à tout le monde, en particulier, que dans tous ces greffons artificiels dénaturés, où on enlève les cellules, y a-t-il la présence de lame basale? Et parce qu'il me semble, d'après ce que moi je sais, que s'il n'y a pas cette lame basale, rien ne démarre. Il conserve une basale. Il conserve une basale, oui. Parce qu'on ne le voyait pas sur le... Elle est décellularisée, décellularisée, mais elle conserve lame il y a une basale. reste. Donc à ce moment-là, ça permet de... à mon avis. Oui. Alain Charles veut réagir. C'est important, moi j'aime bien le débat parce qu'on a l'habitude d'être plutôt monodirectionnel, il faut qu'on soit plusieurs. Mais Monsieur le Président, vous avez bien voulu évoquer la membrane induite, là. Oui. Effectivement, il y a une équipe turque qui a produit des membranes induites avec du silicone pour pouvoir servir de conduit à des greffes nerveuses. Alors, le résultat était plutôt encourageant, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont de leurs travaux. En sachant que la membrane est réceptive en fonction de l'environnement, c'est-à-dire qu'elle contribue à la consolidation osseuse quand on est face à deux extrémités osseuses, et pourquoi pas quand on a deux extrémités nerveuses. Voilà l'idée. Alors, il y avait à la fois une production de facteurs de croissance et une revascularisation d'une greffe. La parole va circuler. D'abord Michel qui réagit et puis ensuite... Pour compléter le débat, et je suis entièrement d'accord, et voilà pourquoi ça échoue dans les tubes. Si vous n'avez pas une bonne membrane basale qui guide la repousse nerveuse avec une bonne cellule de Schwann, point de salut sur la longueur de la régénération nerveuse. C'est pour ça que ça capote au bout de 10-12 mm. Et on rejoint tout à fait l'addition qu'on a eue. C'est pas la peine de rajouter des cocktails de facteurs de croissance si vous n'avez pas la cellule de Schwann en place. Et il faut que ça soit la cellule de Schwann. Comment tu es sûr de l'avoir, la cellule de Schwann? Elle vient par les extrémités. Elle vient, mais sur quelques millimètres. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes sur les grandes longueurs. Tout le monde est d'accord? Je voulais, oui, pour Alain Charles, quand tu places ta membrane, tu veux faire ta membrane induite. Le problème, c'est que quand tu mets de l'os, tu gardes séparées les parties de là, il n'y a plus rien. Et avant que le nerf repousse, le risque est quand même très fort que tout ça se collapse. Et est-ce qu'il y a un moyen de laisser ouvert la lumière? C'est un conduit qu'il faut. Alors, je sais que l'équipe turque, là, a réalisé deux types d'expérimentations. La première, c'est la membrane étant considérée comme un conduit, simplement. Et deuxièmement, la membrane comme protecteur ou protectrice d'une greffe, avec suture située à l'intérieur du conduit. Et je ne peux pas annoncer les résultats. Les Turcs sont assez discrets. On va peut-être faire une petite recherche là-dessus. Ça existe, ça... Bon.